Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour l'atelier de cet après-midi. Comme le rappellent les rapports du GIEC et de l'IPBES, il est plus qu'urgent d'agir afin de limiter les effets du réchauffement climatique et inverser le déclin de la biodiversité. La loi européenne sur le climat de 2021 ainsi que le cadre général de la COP15 de Kunming-Montréal a posé les principes et les objectifs pour ces actions. Des référentiels comme la Net Zero Initiative développée par Carbone 4 et la World Business Council for the Sustainable Development, ainsi que les principes éviter, réduire, compenser, ont incité les acteurs et les entreprises à agir selon 3 piliers séparés. Le premier pilier étant réduire son empreinte carbone ou son empreinte biodiversité. Le deuxième pilier consiste à éviter de nouveaux impacts carbone ou biodiversité. Et le troisième pilier, c'est contribuer à séquestrer du carbone ou à restaurer la biodiversité. Vous remarquerez que j'ai volontairement évité le terme « compenser ». On pourra en reparler lors de cet atelier au profit du terme « contribuer ». Donc l'atelier de cet après-midi s'articule autour du troisième pilier, compenser ou contribuer. En effet, pour atteindre les objectifs globaux, les entreprises, les institutions financières et les autorités publiques ont un rôle important à jouer. Elles cherchent des outils pour mettre en œuvre cette contribution et les crédits ou certificats biodiversité ou carbone peuvent constituer une partie de la solution. Ces certificats ou ces crédits sont aussi associés à des opportunités importantes pour le climat, la nature et les organisations et nécessitent de mobiliser des financements importants. Par exemple, pour la biodiversité, on estime les besoins en financement globaux à 800 milliards de dollars par an jusqu'en 2030, versus un niveau actuel de 130 milliards de dollars. Il présente également des risques, notamment les fameux effets rebonds, c'est-à-dire que les mécanismes de compensation pourraient se faire au détriment des efforts d'atténuation. En somme, la possibilité d'annuler des impacts amoindrirait l'incitation à les éviter ou les réduire. D'où la question posée lors de cet atelier de définir les conditions pour une solution de financement robuste en matière de crédit carbone ou biodiversité. Pour approfondir ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir un panel diversifié d'experts. Donc, tout d'abord, Nathalie Layani, directrice de la politique durable du groupe Caisse des dépôts. Diane Simiu, directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat. Sylvain Goupy, le cofondateur et directeur général du Printemps des Terres, et Sylvie Goulard, coprésidente de l'IAPB, dont on dira un mot juste après. Donc pour commencer, je vais m'adresser à Sylvie. Sylvie, pouvez-vous nous indiquer quels sont les cadres et les approches aujourd'hui considérées ? Bon, d'abord, bonjour à tous. Merci de rester l'après-midi. C'est là qu'on voit ceux qui sont endurants. Merci beaucoup à IFD de nous donner la parole et ce panel est tout à fait remarquable. Moi, je vais essayer d'être la voix un petit peu du vaste monde, puisque l'initiative de l'International Advisory Panel for Biodiversity Credit, c'est une initiative franco-britannique qui avait été lancée en juin 23 lors du sommet qui s'était tenu à Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Alors, on a travaillé entre juin 23 et Cali, et on continue encore, mais c'est à Cali qu'on a présenté un framework. Donc, je vais un peu parler d'une autre. Il y a d'autres initiatives, il y a d'autres cadres de réflexion. Nous ne prétendons pas à l'exclusivité. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de travailler avec d'autres. Et par exemple, les principes qui sont à l'intérieur de notre cadres ont été conçus avec le WEF, le World Economic Forum, et BCA, qui est une autre initiative en partie financée par les Nations Unies. En gros, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais d'abord, nous croyons vraiment qu'il peut y avoir un marché pour des crédits biodiversité, mais nous croyons aussi, notamment riche de l'expérience du carbone, qu'il vaut mieux encadrer les marchés. D'ailleurs, c'est une conviction chez moi depuis assez longue date. Quand d'ailleurs des gens vous disent qu'on n'a pas besoin de régulation, rappelez-leur ce qui s'est passé en 2008. Je trouve que beaucoup de gens n'ont pas la mémoire très longue. Donc, nous avons besoin de marchés qui soient solidement encadrés. La biodiversité est une matière qui est complexe, mais qui est assez exaltante. Enfin, ce que moi, j'ai découvert vraiment depuis que je m'occupe de ces questions-là, j'avais commencé à la Banque de France,
c'est que contrairement au climat, où personne n'a jamais vu une tonne de carbone, les gens connaissent les milieux dans lesquels ils vivent, ils apprécient leurs forêts, leurs rivages, etc. Donc c'est plus du financement de projet au stade où on en est qu'un marché dans lequel on va échanger des titres qui seront transférables d'un bout du monde à l'autre. Parce que si on veut faire les choses sérieusement, on ne peut pas échanger la protection des coraux contre celle des singes des forêts tropicales. Donc premièrement, retenez que c'est probablement pour un certain temps du financement de projet, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à financer, que la biodiversité se mesure localement, et que c'est important de bien développer les outils de mesure. Nous avons eu un groupe de travail, si ça vous intéresse, sur notre site, il y a les conclusions de notre groupe de travail sur la mesure. Donc comme tous les écosystèmes sont différents, nous n'avons pas prétendu avoir la solution. Nous avons plutôt défini les critères d'une bonne méthodologie, quel que soit le type d'écosystème auquel cette méthode sera appliquée. Et le mot-clé de notre travail, c'est en bon français « high integrity », c'est-à-dire d'avoir des produits qui sont des produits qu'on ne met pas sur le marché de manière rapide et non contrôlée, parce que la principale vertu d'un marché pour qu'il fonctionne, c'est qu'il inspire la confiance. Si nous voulons que des entreprises et des investisseurs achètent des instruments financiers, il faut que cette confiance se construise. Alors évidemment, nous sommes parfaitement conscients que quand on se donne un peu trop de temps pour construire la confiance, on peut un peu rater les échéances malheureusement très urgentes qui sont devant nous. Mais il nous semble que s'il y avait une sorte de retour du bâton parce que des gens se sentaient floués ou parce que les populations locales, autochtones ou chez nous, des communautés locales ne sont pas expliquées, on n'irait pas très très loin. Donc évidemment, il y a un lien avec le carbone que nous nous sommes gardés de mettre au centre de nos travaux puisque notre mission confiée par 2 gouvernements était centrée sur la biodiversité, mais nous avons également, bien entendu, noté qu'il pouvait y avoir des produits hybrides et que ces produits pouvaient avoir une autre comment dirais-je, se développer un petit peu différemment des produits qui seraient purement biodiversité. La question du prix est une question extrêmement délicate, parce qu'évidemment, pour donner un prix, il ne s'agit pas encore une fois de donner un prix à la nature, il s'agit de donner un prix aux gains ou aux pertes que représentent les atteintes ou les efforts ou les atteintes à la nature. Donc il n'y aura pas un prix uniforme, ce n'est pas du tout le but du jeu. En revanche, nous savons très bien qu'il faudra arriver à donner une valeur à ce qu'on préserve, et je suis sûre que Sylvain et les autres en parleront très bien. Et puis, on peut se poser la question d'une forme de standardisation, mais je dirais que le meilleur exemple, c'est par exemple le marché immobilier ou le marché du vin. Vous savez tous qu'il y a un marché immobilier dans le monde entier, mais enfin, ce n'est pas les mêmes appartements, ou si on parle du marché du vin, ce n'est pas le même vin. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un marché du vin que tous les vins ont le même prix. Et donc, je crois qu'on a l'habitude d'une certaine sophistication de la réflexion dans les marchés financiers. Donc, je vais arrêter là parce que je ne veux pas être trop longue. Retenez qu'à notre sens, c'est faisable, que c'est faisable avec des conditions précises, que ça impliquera un rôle des gouvernements pour encadrer ces marchés et que ça peut se faire avec un appui, par exemple, des banques de développement qui ne sont pas représentées aujourd'hui, mais avec lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Qu'il y a des acteurs privés qui sont intéressés, qui peuvent être intéressés soit parce que leurs chaînes de valeur sont en danger. Par exemple, un producteur de cacao ou de café sait que sa chaîne de valeur est impactée par le changement climatique et pourrait vouloir investir dans la résilience de son approvisionnement. Il peut y avoir des démarches de conservation pure, il peut y avoir des démarches de compensation encadrées. Ça a été dit par Madame Wauquiez. En France, nous avons j'ai tellement peu l'habitude de parler en français de tout ça. On a évité, réduire, compenser. Pour une fois, je peux le dire en français, c'est bien. Donc l'idée qu'on cherche d'abord à éviter les dégâts, que si on ne peut pas les éviter, on en limite l'impact et que de toute façon, la compensation n'est que résiduelle. C'est une idée, sincèrement, qui est partagée par beaucoup de gens. Je n'ai pas beaucoup parlé de la manière dont on a travaillé à IAPB, mais notre méthode a consisté à beaucoup consulter, à essayer d'écouter ce que les personnes sur le terrain. Et le panel était international et nous avons échangé avec beaucoup de représentants, par exemple, des populations autochtones. Ce qu'ils ont à nous dire, c'est qu'ils ont vraiment envie qu'il n'y ait pas une sorte de permis de polluer qui soit donné de manière facile au nom de la compensation. Qu'en revanche, ce que nous avons aussi entendu beaucoup, notamment de la part des Africains, c'était le désir de se doter d'infrastructures. Et je crois que les
pays développés ne devraient pas faire la leçon aux autres en disant ah, mais vous voyez, nous, on a tout détruit, donc vous devez faire attention. Mais par contre, accompagner des démarches peut-être plus sophistiquées dans lesquelles on essaye d'éviter, mais tout en reconnaissant de manière très légitime le besoin d'infrastructures dans ces pays-là. Voilà, donc j'arrête là. C'est le début d'une très belle aventure. Je m'exprime aujourd'hui au nom de tout un groupe beaucoup plus large et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci. Merci Sylvie. Donc vous avez parlé d'un marché, de différentes parties prenantes. Donc je vais passer la parole à Nathalie. Donc un groupe comme la Caisse des dépôts, quel est votre positionnement justement par rapport à la biodiversité et au carbone ? Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie aussi de participer à cette table ronde qui a le mérite d'articuler les sujets de biodiversité et de climat. C'est assez rare pour être souligné parce que bon, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais en effet, ces sujets sont totalement systémiques. Et nous, au sein du groupe Caisse des dépôts, ça fait quelques années, voire quelques décennies qu'on cherche à vraiment aborder les sujets de biodiversité et de climat avec une optique qui est de contribuer aux objectifs nationaux, aux objectifs d'alignement à la fois sur un scénario 1,5 degré pour la partie climat et désormais sur les objectifs du Global Biodiversity Framework qui a été adopté à la COP 16. Et on essaie de le faire voilà, dans cette vision systémique, parce que ce qu'il y a de bien avec la biodiversité, c'est que quand vous agissez pour reconstruire, renaturer, restaurer, la nature vous le rend bien. Enfin, ça a été dit par beaucoup d'experts hein, sur le sujet. Donc, c'est pas pour opposer biodiversité et climat, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est assez satisfaisant de travailler sur ces sujets pour cette raison-là. Donc nous sommes impliqués au sein du groupe Caisse des dépôts dès 2008 en fait sur ces sujets en créant une filiale totalement dédiée à la question du financement et de la mise en place d'outils pour que les acteurs économiques intègrent le sujet de la biodiversité. Et si nous l'avons fait, ça n'est pas que parce que nous sommes une institution financière, bras armé de l'État au service de l'intérêt général, mais c'est parce que précisément, en tant qu'institution financière, nous avons fait le diagnostic que les risques extra-financiers auxquels nous sommes confrontés dépendent beaucoup des risques auxquels nos contreparties, donc les entreprises cotées qui sont représentées ici, les collectivités locales, sont elles-mêmes exposées. Et la dépendance aux services écosystémiques en fait partie. Il y a une étude qui vient de sortir à l'échelle européenne qui démontre que 2,88 millions d'entreprises européennes dépendent des services écosystémiques. 2,88 millions, autant dire que c'est près de 75% du tissu économique européen. Et donc, en tant qu'investisseur, enfin, je m'adresse à des investisseurs responsables, ne pas prendre en compte ces sujets, c'est en fait ne pas tenir compte d'un risque environnemental important. Et donc, nous l'avons fait pour en revenir au sujet de la table ronde, à la fois en étant créateur de crédits biodiversité et aussi de crédits carbone, mais j'y reviendrai, et consommateurs et utilisateurs de ces crédits. Et donc, on a pu créer au sein du groupe Caisse des dépôts, qui réunit la Caisse des dépôts qui gère l'épargne des Français, mais aussi Bpifrance, le groupe La Poste, l'ASFIL et puis des entités non financières. Nous avons pu créer un laboratoire, en fait, à la fois d'élaboration de ces crédits et d'utilisation. Donc, vous le savez certainement, CDC Biodiversité, qui est la filiale que nous avons créée en 2008 au moment de l'opérationnalisation de la loi de 76, hein, il faut quand même se rappeler que c'est 76, la loi Éviter, Réduire, Compenser, a développé des outils pour compenser sérieusement les impacts des aménageurs sur la nature. En créant notamment des unités de compensation au travers d'un site à Caussure qui a permis de créer des unités encadrées, certifiées par le ministère de la Transition écologique. Et désormais, dans le cadre de la loi Industrie verte, ça a été annoncé par la ministre récemment, CDC Biodiversité, notre filiale, a développé d'autres types de crédits biodiversité sur la base des travaux qui ont été menés par l'IAPB autour des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation. Pourquoi ? Parce que le constat que nous faisions sur les crédits de compensation, c'est qu'ils étaient totalement liés à la réglementation et donc à cette obligation, quand on est aménageur, non seulement d'éviter de réduire, mais de compenser les impacts résiduels. Et donc, en fait, on offrait des crédits biodiversité
cas des demandeurs. Enfin, les crédits n'étaient créés que en fonction d'une demande, et ça ne permettait pas de massifier en fait ces outils de financement de la restauration et de la renaturation. Et donc, pour pouvoir répondre à des démarches plus volontaires d'acteurs économiques et d'institutions financières qui ne sont pas concernés par le RC, CDC Biodiversité a créé des SNCRR. Et donc, le premier projet est développé à Sainte-Maxime, et donc dans un site dans le Var, qui va permettre notamment de réduire les incendies qui sont nombreux dans cette région. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, et de restaurer des couloirs écologiques pour un certain nombre d'espèces, et notamment la tortue d'Hermann. Voilà, ce qui va permettre donc de créer des crédits particulièrement, je dirais, sérieux au regard de la restauration de la nature. Je finis en vous disant que cette expérience a été utile pour des investisseurs responsables comme le groupe La Poste. La Poste a acheté des crédits biodiversité. Alors, pas seulement parce qu'à l'échelle du groupe Caisse des Dépôts, on s'est doté d'une stratégie biodiversité qui nous oblige en fait à mesurer notre empreinte grâce au GBS développé par CDC Biodiversité et à réduire nos risques biodiversité, mais aussi parce qu'ils y ont vu un outil qui permettait de cocher plusieurs cases, et notamment la case adaptation au changement climatique. Et donc La Poste utilise ces crédits pour développer des solutions fondées sur la nature afin également de répondre, de réduire leurs enjeux d'adaptation au changement climatique, de traiter leurs enjeux. Voilà. On a fait la même chose sur le climat, mais j'y reviendrai plus tard pour vous expliquer comment ça s'est passé. Mais il y a un sujet d'articulation entre les deux qui mérite d'être, je pense, appréhendé aussi. On va le développer plus tard. Merci Nathalie. Donc on comprend bien que vous avez vraiment un rôle spécifique en étant à la fois créateur et consommateur de ces crédits ou certificats biodiversité. Je vais passer maintenant à la parole à Diane pour effectivement mieux comprendre le rôle et les actions de l'État en la matière. Voilà. Merci, bonjour à tous. Je vais vous parler du label bas carbone, et puis aussi je reviendrai sur les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation dont a parlé Nathalie. Alors ces deux outils, ce sont des outils qui sont créés par l'État pour permettre aux entreprises qui veulent s'engager pour le climat et la biodiversité de le faire dans un cadre dans lequel elles ont confiance, en se disant que les projets qui vont être financés grâce à ces outils, ce ne sera pas du greenwashing. Ça, c'est l'esprit général de ces deux dispositifs. Le label bas carbone, il a été créé en 2018 et depuis 2018, il a permis de financer 1500 projets, 6 millions de tonnes de CO2 évitées. Il y a 16 méthodes qui sont labellisées, notamment des méthodes forestières, des méthodes agricoles, mais aussi il y en a dans le bâtiment, dans le transport. Et c'est un dispositif, je reviens sur la création. Donc c'était en 2018. Nathalie évoquait tout à l'heure la loi biodiversité de 2016 qui avait permis de créer les sites naturels de compensation à l'époque, qui étaient vraiment limités aux aménageurs qui avaient une obligation au titre de la séquence éviter, réduire, compenser, et donc qui avaient une obligation réglementaire de compenser. Ces deux dispositifs ont été créés à une époque où on se remettait un peu des turpitudes du marché carbone sur la fraude à la TVA, la spéculation. Il y avait une crainte très forte sur la financiarisation de la nature, et ça a conduit l'État à concevoir des dispositifs qui étaient très encadrés, très rigoureux, très robustes. C'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui a fait le succès aussi du label bas carbone dans une période où il y a eu énormément de scandales sur les crédits internationaux sur le carbone. On n'en a jamais eu sur le label bas carbone, et on a toujours entretenu cette confiance. La difficulté qu'on a eue, c'est que finalement c'est un peu trop rigoureux. Et notamment, il y avait eu cette volonté à l'époque d'avoir un lien direct entre le financeur du projet et le porteur du projet. Et donc, il n'y avait pas de cession possible entre de crédit. Et ça, on voit que c'est un
ça se comprenait à l'époque, mais on voit que c'est un frein considérable. On voit que les besoins de financement, on a besoin de 100 milliards de financement par an. On voit qu'il y a énormément de marge encore. C'est évidemment pas notre seul outil, mais on pense qu'il y a un potentiel beaucoup plus important et qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à libérer ce potentiel et qu'on revienne sur ce frein. Et donc, la ministre Agnès Pannier-Runacher l'a annoncé le 17 février dernier quand elle a réuni les financeurs à la fois des SNCRR et puis du label bas carbone, qu'on va mettre dans les tout prochains jours à la consultation du public un texte pour réviser le cadre du label bas carbone pour permettre la cession et permettre d'échanger et ensuite d'annuler les crédits qui sont générés par le label bas carbone. Donc ça, c'est sur le label bas carbone. Sur les sites naturels de compensation, la difficulté qu'on a eue, il y avait 2 difficultés en fait qui ont été identifiées. D'une part, il était éligible, comme l'a dit Nathalie, uniquement à ceux qui avaient une obligation, les aménageurs qui avaient une obligation au titre de la séquence éviter, réduire, compenser. Et donc ça limitait quand même le potentiel d'acquéreur. L'autre difficulté, c'est qu'on exigeait, il y avait une exigence environnementale très forte qui était de décrire précisément l'état écologique final auquel on arrivait au terme du projet. Et ça, quand on parle du vivant, de la nature, c'est quand même très difficile à faire. Bon. Et donc l'ensemble de ces contraintes a fait que finalement, il y a un seul acteur qui était la Caisse des dépôts qui a réussi finalement à faire un projet qui tenait la route. D'où la nécessité de revoir ce cadre, et c'est ce qui a été fait dans la loi Industrie verte de 2023, de l'ouvrir à des financeurs qui pouvaient investir dans un cadre volontaire, d'une part, et puis le fait d'avoir des exigences un peu plus réalistes en matière de description de l'état écologique final qu'on pouvait atteindre à la fin. Et puis, il y a un autre frein aussi qui a été identifié, c'est la question de l'accès au foncier. Et ça, c'est un sujet qui est assez crucial. Comment on fait se rencontrer l'offre de ceux qui ont des terrains à renaturer, à restaurer, et puis ceux qui veulent s'engager pour financer des projets. Et donc l'OFB a lancé récemment une application qui s'appelle Pogéis, qui est en fait le Tinder du foncier à restaurer et qui permet de lister l'ensemble des terrains qui sont disponibles à restaurer, avec notamment tout ce qui vient du fonds friche, puisque tous les travaux qui ont été menés ces dernières années dans le cadre du fonds friche ont permis de recenser énormément de friches qui doivent être restaurées, et puis ceux qui souhaitent s'engager. Et donc ça a permis, on voit qu'il y a une dynamique qui a été lancée. On a des projets qui vont sortir de terre, qui vont être engagés. L'ONF a fait des annonces en ce sens, le Conservatoire du littoral, mais aussi, et c'est important, les ports, le port du Havre et le port de Marseille, parce qu'il y a une volonté très forte dans une ambition de réindustrialisation de la France, de pouvoir proposer aux industriels qui veulent s'implanter sur ces sites, d'avoir des sites clés en main à leur livrer. Et donc on voit qu'il y a une dynamique qui se crée aujourd'hui sur ces sujets. Merci Diane. Donc on voit que la dynamique s'est amorcée. Donc il y a eu des projets chez Caisse des dépôts. Printemps des terres, donc aussi un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous parler justement des projets de Printemps des terres ? Oui, merci beaucoup et merci à l'IFD de nous avoir accueillis. Et je reviens sur ce que vient de dire Diane. Le foncier, c'est vraiment fondamental et c'est là que se passe la transition écologique. Rien ne se passe en dehors du foncier, et le foncier est là où on a à la fois des bénéfices carbone, des bénéfices biodiversité, des bénéfices eau et de l'impact social. Donc il faut vraiment avoir des outils qui fonctionnent pour permettre en fait une gestion améliorée de ce foncier. Et donc le Printemps des terres, c'est une structure qu'on a créée il y a 5 ans et qui justement vise à permettre une meilleure gestion de ce foncier, qu'il soit agricole, forestier, de conservation. Et en 2 mots, ce que l'on fait, c'est qu'on achète du foncier, on définit sur ce foncier un itinéraire qui permet à la fois de produire du bois, de produire des céréales, de produire de l'élevage et de protéger, et donc de produire des services environnementaux, climatiques, biodiversité, eau. Et puis,
en combinant les deux, quelque part, aller vers une résilience de ces terres-là, et puis également chercher à avoir une meilleure rentabilité de ce foncier. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que le foncier, en France du moins, ça ramène entre 2 et 3% de rentabilité, ce qui n'est pas forcément de matière à mobiliser des milliards et des milliards. Donc il faut trouver des moyens d'améliorer la rentabilité de ce foncier. Et ce qu'on pense profondément, c'est que les paiements pour services environnementaux, le climat, la biodiversité, l'eau, sont des moyens qui permettent d'améliorer d'une part la rentabilité immédiate, et puis d'améliorer la valeur intrinsèque de ce foncier sur le long terme en le rendant plus résilient. Donc on a vraiment fait ça en acquérant des parcelles, des fermes, des forêts dégradées, et à chaque fois en cherchant à les améliorer. Pour faire une petite histoire rapidement, on s'est assez rapidement rendu compte que sur la partie carbone, et grâce au label bas carbone, ça fonctionne plutôt bien. On a des outils qui sont toujours améliorables. D'ailleurs, ça s'améliore et on est très content, mais il y a des outils, en tout cas sur le carbone, qui fonctionnent bien et qu'on a utilisés à grande échelle. Et par contre, sur la biodiversité, on s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas grand-chose, que c'est un peu compliqué, et que comme on parle de quelque chose qui est extrêmement vivant, on se rend compte qu'il n'y a pas de consensus. Et si on met sur le même projet de restauration de biodiversité, je sais pas, un scientifique expert des batraciens, un autre expert des oiseaux et un autre expert des poissons, ils vont donner des réponses différentes quant à la pertinence du programme que l'on met en place, parce qu'ils ont leur propre prisme. Et donc, on se retrouve à avoir des actions que l'on mène sur le terrain qui ne sont pas réplicables, dans le sens où si on demande à deux personnes différentes de mesurer ou d'évaluer, on aura des réponses différentes, ce qui n'est jamais très, très satisfaisant. Et puis en plus, qui ne sont pas massifiables, parce que si on demande demain de faire 500 sites, il n'y a pas assez d'experts en France pour répondre à cette demande-là. Donc il y avait un vrai problème systémique, et donc on a créé en 2022 l'OBC, l'Organisation pour les certificats de biodiversité, avec Carbone 4, avec le Muséum d'histoire naturelle. On a maintenant une trentaine de membres qui vont des grands groupes comme Bouygues, Pernod Ricard, Kering, à des PME, à des opérateurs de projets, et avec quelque part l'objectif de pouvoir mettre en œuvre des mesures, des outils systémiques qui permettent de qualifier, voire de quantifier l'impact positif envers de la biodiversité. Et donc de permettre à un financeur d'avoir une donnée aussi objective que possible, en train de dire si j'ai 1 euro à mettre, est-ce qu'il vaut mieux que je le mette sur cette zone-là ou sur cette zone-là. C'est pas forcément extrêmement la bonne manière de voir, il faudrait mieux avoir 2 euros. Mais bon, bref, au moins, en tout cas, on a un indicateur pour avoir une décision informée du financement. Et puis, on a continué. Et l'autre point dont on s'est rendu compte, c'est qu'avoir un outil de mesure, c'est bien, mais que derrière, pouvoir comptabiliser ces actions en faveur de la biodiversité, c'était un problème. Et qu'aujourd'hui, il y a un grand vide, à la fois juridique, fiscal, comptable, autour de la biodiversité, comment le mesurer. Alors les UCR commencent à être une réponse à ça, mais pas forcément. Et donc on a créé Restore l'an dernier, qu'on a annoncé à Cali, qui est une sorte de véhicule prototype pour financer la biodiversité et convertir une action sur le terrain en actif pour les actionnaires de Restore. Et donc, ça permet comme ça d'aller de l'avant et d'avoir, dès aujourd'hui, d'avoir des actions en faveur de la biodiversité que l'on peut activer, capitaliser quelque part dans le bilan, ce qui est fondamental. Et une remarque avant de passer la main. L'évolution du label bas carbone et notamment sa cessibilité, qui a été un vrai sujet qui a duré longtemps, etc., elle est merveilleuse. C'est vraiment important parce que, hors cette cessibilité, les commissaires aux comptes ne peuvent pas reconnaître le label bas carbone comme un actif. Et quelque part, quand on parle soit à un financier, soit à un corporate, ils aiment bien avoir des actifs, quelque part, soit pour financer, soit pour les servir comme collatéral. Et donc, c'est une évolution qui est franchement majeur, enfin, c'est extrêmement important. Et ce qu'on pense, c'est qu'il faut que la même chose arrive sur la partie biodiversité. Alors, ça sera plus complexe, mais que quelque part, il faut absolument qu'on aille le plus vite possible et qu'on s'appuie sur les leçons apprises du LBC pour pouvoir aller vers des actifs biodiversité qui soient également, qu'on puisse mettre dans les bilans des sociétés. Merci Sylvain. Donc effectivement, là, vous faisiez le parallèle entre carbone et biodiversité. Donc j'en profite pour rebondir auprès de Nathalie. Donc Nathalie, quelle est l'articulation que vous voyez entre ces crédits carbone et biodiversité ?
Déjà, on voit que pour des institutions financières ou pour des entreprises, l'incitation en fait à aller investir dans des projets de renaturation est quand même assez limitée. Évidemment, on est tous convaincus dans la salle qu'il faut le faire, mais d'un point de vue purement économique, l'incitation est assez faible. Et donc au passage, c'est la raison pour laquelle on a quand même besoin d'une contrainte réglementaire. La contrainte ERC a déclenché la compensation et donc l'émission de crédit biodiversité. Et on a absolument besoin de garder des obligations dans CSRD sur la partie biodiversité, donc tous les ESRS qui vont de E2 à E5, si on veut que les entreprises, les acteurs économiques continuent quand même à se doter de plans de transition, pas seulement sur le climat, mais encore une fois avec cette vision systémique et donc aussi sur la biodiversité. Mais l'autre levier pour attirer en fait les investisseurs vers ces projets de renaturation, c'est de faire le lien malheureusement avec le climat, parce qu'on voit bien que les enjeux climatiques sont plus attractifs. Et on est quand même face à des acteurs économiques qui cherchent à faire d'une pierre plusieurs coups et donc qui aiment assez l'idée qu'en finançant des puits carbone, ils vont non seulement arriver à compenser leurs émissions résiduelles et arriver à la neutralité carbone en 2050, mais qu'ils vont aussi pouvoir au passage, je le disais tout à l'heure, gérer leur sujet d'adaptation et peut-être leur plan de transition biodiversité. Alors, ce que l'on voit émerger au sein du groupe Caisse des dépôts, encore une fois, qui compte à la fois des institutions financières et des entreprises du secteur de l'immobilier ou du transport durable, etc., c'est qu'il y a une appétence pour les projets labellisés bas carbone, et notamment ceux qui sont élaborés par la Société forestière, et que typiquement des projets de reboisement forestier labellisés FSC avec des engagements autour de l'élimination des pesticides, etc., peuvent permettre aussi de recréer de la biodiversité et d'adresser les enjeux de réduction de la température sur certaines zones, etc., donc d'adaptation. Mais que même si le label bas carbone intègre l'éco-bénéfice biodiversité, on est assez démunis quand on veut faire les choses bien, c'est-à-dire quand on veut éviter d'instrumentaliser le label bas carbone pour payer qu'une seule fois afin d'obtenir, de toucher deux objectifs, climat et biodiversité. Et donc on a besoin d'encadrer ça, la façon dont on peut, à partir d'un même projet, en fait, émettre à la fois des crédits carbone et des crédits biodiversité. Et je comprends, mais je ne veux pas divulgacher ce que Diane va dire, mais je comprends que l'État y réfléchit et qu'on va peut-être avoir des bonnes nouvelles. Merci Nathalie. On comprend que c'est un sujet complexe, on comprend que les projets sont... Donc l'appréhension des projets, les méthodologies peuvent différer, il n'y a pas de fongibilité non plus dans les services écosystémiques. Donc je me tourne vers Sylvain. Donc on évoque un certain nombre de risques, on parle de solutions de financement robustes. Donc on parle de risques de greenwashing, il y a d'autres risques évidemment. Donc vous, comment vous voyez les facteurs pour limiter les risques et gérer notamment l'incertitude? On est sur des projets à long terme, et dans lesquels on doit anticiper des gains attendus. Donc vous, comment vous, au Printemps des Terres, vous avez pris en compte ces différents risques et les facteurs associés? Oui, très bonne question. En fait, je reviens juste un petit peu sur la liaison carbone et biodiversité. C'est séduisant et c'est un peu trompeur. Si je veux stocker du carbone à grande échelle, la plantation monoculturale d'eucalyptus, c'est parfait. Ça stocke très très vite du carbone. C'est une catastrophe d'un point de vue eau et c'est une catastrophe d'un point de vue biodiversité. Donc faire les liens en deux et les liens entre les deux et utiliser le carbone comme un vecteur pour la biodiversité, potentiellement c'est un peu désastreux, catastrophique. Autant sur l'eau, la biodiversité, les liens sont très très forts et on peut faire une corrélation assez étroite. Climat et biodiversité, c'est pas le cas. Et puis, et c'est bien, et c'est même nécessaire. Et ce qu'on pense profondément, c'est que c'est important d'avoir des outils séparés, climat et biodiversité. Et si on a une approche financement de projet, ce que disait Sylvie, quand on fait du financement de projet, ce qu'on aime bien, c'est avoir, en fait, identifier l'ensemble des risques, l'ensemble des revenus, et trouver des parties qui vont prendre le risque qui sont les plus à même à prendre.
Donc, quelqu'un qui veut prendre un risque carbone et l'autre un risque biodiversité, c'est bien en termes de structuration du projet et ça permet quelque part de garder un équilibre. Donc, il faut, à mon avis, vraiment avoir des outils qui soient, si possible, séparés. Après, pour que ça fonctionne bien, et c'est peut-être, j'apprécie énormément les travaux de l'IAPB, je pense qu'on a un point peut-être de différence, c'est sur effectivement la capacité d'échanger ou pas les unités biodiversité ou les crédits biodiversité ou les certificats biodiversité ou enfin l'actif biodiversité. On a tendance à penser que plus quelque part un actif est cessible et plus quelque part le système est efficient. Parce qu'on trouve des économies un peu partout et on peut évoluer. Donc on est plutôt en faveur d'actifs qui soient accessibles, alors, au même titre que le LBC, pour la partie biodiversité. Voilà. Et puis le greenwashing, c'est le point important. Et pour moi, la seule réponse au greenwashing, c'est la réglementation. Donc, il faut qu'il y ait une réglementation qui soit extrêmement forte et que quelque part les critères d'allocation ou les critères de valorisation soient des critères nationaux ou supranationaux, français, européens, internationaux. Mais si je prends l'exemple du système de quotas européen, l'EUTS, alors à part la fraude à la TVA, mais qui est un sujet en soi, mais qui n'est pas un sujet intrinsèquement lié au carbone, qui est un sujet lié au fait qu'on avait une matière première sans TVA. Bref, c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, il n'y a pas eu de débat sur l'allocation des quotas européens. Tout le monde trouve que ça fonctionne, il y a des enchères et personne ne parle de greenwashing sur les quotas européens. On voit bien que, et sur le label bas carbone, sur la partie volontaire, parce que c'est vérifié par l'État, il n'y a pas non plus d'accusation de greenwashing. Donc je pense que le greenwashing vient quand c'est des standards volontaires et qu'il y a un biais potentiel, enfin volontaire et privé, et qui a un bien, parce que le LBC est un standard volontaire quelque part. Enfin, est-ce que c'est public ? Public, voilà. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un encadrement extrêmement fort des méthodes, qui seront forcément fausses. Hein. Je veux dire, c'est l'exemple que j'ai sur la biodiversité. C'est pareil sur le label bas carbone, c'est une mesure. Si on prend d'autres standards, on aura des écarts, ce ne sera pas exactement pareil, ce sera un peu plus, un peu moins, mais en tout cas, c'est juste, et c'est ça qu'on veut. Et éviter le greenwashing, c'est trouver un juge de paix qui dise, ça, c'est ce que la collectivité dans son ensemble, l'État, l'Union européenne, les Nations unies, acceptent comme étalon. Merci. Sylvie, je crois que vous vouliez réagir au propos de... Oui, je voulais réagir parce que je pense que c'est pas une différence entre nous, c'est une différence de perspective, parce que vous le dites vous-même, il faut que ce soit encadré. Or, le travail d'IAPB, je le rappelle, c'est un travail qui a une échelle mondiale. Et à l'échelle mondiale, il n'y a pas les instances de régulation que nous avons la chance d'avoir dans notre pays ou dans l'Union européenne. Et je le dis en mettant les pieds dans le plat, la chance d'être dans un état de droit, la chance d'avoir des règles, la chance d'avoir des juges qui appliquent les règles. Parce qu'il y a quand même en ce moment une espèce de petite musique que je trouve dangereuse sur une simplification excessive. Évidemment, la simplification est une bonne chose. Évidemment, dans l'état de droit, le fait que les règles restent gérables fait partie de l'état de droit. On ne va pas caricaturer non plus. Mais vous entendez comme moi un petit peu ce désir de tout envoyer paître. Or, Nathalie l'a très bien dit, on a besoin de data. Vous avez très bien expliqué comment, quand on a une puissance publique qui est en mesure de canaliser un petit peu, enfin de revenir, parce qu'on va tous tâtonner. Je crois qu'il faut qu'on soit très modeste sur ces sujets. Nous tâtonnons tous, puisque ce sont des éléments, les atteintes à la nature, à la biodiversité, qui n'ont pas été pris en compte depuis le début de la révolution industrielle et de l'agriculture intensive. Donc voilà, nous avons à apprendre, à tâtonner un petit peu. Donc je pense, Sylvain, que la différence, elle vient de là. Nous, dans le framework, nous avons beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait un encadrement. Pourquoi ? Parce que 80% de la biodiversité dans le monde n'est pas dans nos pays. 80% de la biodiversité dans le monde est dans des pays où il peut y avoir des risques de prédation, soit par des locaux, soit plus souvent par des puissances étrangères qui ont envie de s'emparer de terres rares, de bois ou de je ne sais quelle matière première. Donc, encore une fois, c'est très important que nous puissions
échanger. D'ailleurs, je tiens à dire que moi, je suis très heureuse, je ne suis pas là à faire cocorico, mais la France n'a pas à rougir par le dynamisme de ses acteurs, que ce soit des acteurs financiers. Il y en avait dans le panel IAPB, comme BNPP, AXA, Mirova, mais aussi des tas d'entreprises avec lesquelles nous avons pu discuter, qui ne faisaient pas partie du premier cercle, mais qui étaient dans notre réseau. Et tout ce que fait la CDC, voilà. Donc je pense qu'on fait partie... On a la chance aussi de pouvoir s'adosser à une puissance publique qui a quelques siècles d'antériorité, qui peut faire des erreurs aussi. Il ne faut pas se donner en modèle au monde. Mais je crois que c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Parce que, sincèrement, moi, j'ai le sentiment que le premier problème qu'on a, c'est de faire rentrer dans la tête des gens que la nature fournit des services extrêmement précieux qui, jusqu'à présent, n'ont jamais été valorisés à leur juste valeur. Et que nous puisons dans la nature. Et en ce moment, il y a quelques exemples de grands prédateurs. Hein. La jungle, quand les grands fauves sont lâchés, c'est pas toujours très sympathique pour les petites espèces. Donc voilà, on a vraiment besoin de regarder l'impact mondial. Je pense qu'être un fer de lance, c'est bien. Moi, je serais ravie qu'il se passe plus de choses au niveau européen. Ursula von der Leyen l'avait dit l'année dernière, elle est favorable à des crédits nature. On a beaucoup discuté avec la Commission. Il y a des points sur lesquels on se recoupe et puis d'autres sur lesquels on peut être plus ou moins d'accord, mais ce n'est pas très grave. Donc pensez au passage à l'échelle. Parce qu'en fait, ça a été très bien dit, on a quand même besoin, et là je suis d'accord, hein, Sylvain, que plus on pourra donner une valeur qui sera cessible, plus on aura la montée en puissance des financements, puisque tout financeur a besoin d'un marché profond dans lequel, le jour où vous avez besoin de liquidité, le cas échéant, vous pouvez le céder, même si c'est à un investisseur de long terme aussi. Mais donc, il faut qu'on réfléchisse. Je dirais qu'il y a eu un partage des rôles dans le temps. Nous nous sommes attachés à mettre les fondations solides. Et puis ensuite, il y en aura peut-être qui construiront la maison avec la volonté d'aller plus vite. Mais encore fallait-il que les fondations fussent solides. Voilà. Merci Sylvie. Donc, je crois que vous avez fait la parfaite transition. Donc, effectivement, la France a été plutôt pionnière en la matière, que ce soit en climat ou en biodiversité. Maintenant, l'enjeu, c'est le passage à l'échelle. C'est comment justement diffuser et faire en sorte que les besoins en financement qu'on a évoqués, de l'ordre de 700 milliards de dollars par an au niveau global, puissent être mobilisés vers des projets de renaturation, des projets de séquestration de carbone. Donc, Diane, justement, vous, quelle évolution vous anticipez ? Et comment, effectivement, vous vous positionnez dans cet enjeu majeur de massification de ces projets ? Alors effectivement, ça a été dit, que ce soit le label bas carbone ou les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, ce sont des premières à l'échelle européenne. Ce sont des dispositifs qui n'existent pas dans d'autres pays et qui suscitent énormément d'intérêt de la part de la Commission européenne. Et donc le cadre qui est élaboré au niveau européen pour les crédits européens qui s'appelle le CRCF, Carbon Reduction, Carbon Farming Regulation, qui a été adopté en fin d'année dernière, s'inspire beaucoup du label bas carbone. Et donc l'idée, c'est ensuite maintenant de l'opérationnaliser avec des méthodologies pour qu'un jour ces crédits soient utilisables dans l'IUTS, dans le marché carbone européen. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, ce n'était pas du tout le label bas carbone. Les crédits et label bas carbone ne peuvent pas du tout être utilisés dans le marché carbone européen. Et Sylvain l'a dit, le marché carbone européen, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche et qui marche bien et qu'il faut faire attention à ne pas casser. Et ça, la nécessité d'encadrer très fortement ce qui sera utilisable, c'est vraiment essentiel. Sylvie l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'encadrer ces marchés. Ceux qui bossaient déjà sur ces sujets au début des années 2010, et on est quelques-uns ici, se souviennent très bien qu'à l'époque, dans le cadre du protocole de Kyoto, on avait les mécanismes de développement propre. Le MDP, Clean Development Mechanism en anglais. Et on a connu le moment où on a eu un effondrement du cours du marché carbone européen parce qu'on pouvait utiliser des crédits. Sylvain n'est pas d'accord, il donnera son interprétation tout à l'heure. Moi, je me souviens le moment où on est passé de 30 à 5 euros. C'était en 2013, j'étais chef du bureau des marchés des carbones, je m'en souviens bien. On a fait des erreurs. Et il faut absolument qu'on tire les leçons de nos erreurs. Et là, on voit qu'au niveau international, et c'est une bonne chose, lors de la COP de Bakou
en fin d'année dernière, on s'est mis d'accord pour opérationnaliser le fameux article 6 qui va permettre au niveau européen de nouveau d'avoir des crédits de labelliser des crédits internationaux. Nous, on pense que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, la COP se tient au Brésil, dans un pays qui a beaucoup utilisé, qui a beaucoup bénéficié du mécanisme de développement propre à l'époque et qui a de très bonnes raisons de vouloir continuer à le faire. Nous, on pense que qu'il faut qu'on s'y prépare et qu'on l'accueille en encadrant de manière très stricte l'utilisation de ces crédits, mais en créant une coalition d'acteurs qui vont être mobilisés pour avoir des crédits de haute ambition avec ce label, pour que ça ne vienne pas, qu'on ne connaisse pas les dérives qu'on a connues par le passé. Sylvain, un commentaire ou... Non, mais je pense que le crash du marché du quota européen en 2007 et en 2013 était beaucoup plus lié, ça peut être technique, hein, à l'allocation. C'est-à-dire que c'est des allocations qui ont été faites, qui ont été négociées au niveau des États et pas au niveau européen, et c'est avant qu'on ait les enchères. Et donc, moi j'ai assisté à quelques négociations d'allocation de quotas en 2004-2003. On ne savait pas vraiment comment allouer ces quotas, et donc on a suralloué. Et c'est pour ça que les marchés sont effondrés. Et donc, c'est là qu'on voit aussi que même au niveau étatique, il y a un peu des biais, parce qu'au moment des allocations des quotas européens, chaque État espérait être généreux avec son pays en pensant que le pays d'à côté allait prendre l'effort de son côté. Comme tout le monde a fait ça, globalement, le marché s'est effondré. Ça a bien marché à partir du moment où l'Union européenne a dit écoutez, on va centraliser d'une part, et après on va mettre aux enchères. Et ce système d'enchères, ça permet d'avoir un système qui est à peu près égalitaire partout en Europe. Et en plus, c'est une source de revenus totalement incroyable pour la Commission européenne et les États, parce qu'on parle quand même de 45 milliards d'euros de ressources non fiscales pour la Commission européenne et les États. Donc c'est un moteur extrêmement puissant pour avoir des systèmes de quotas, qu'ils soient nature ou climat, qui fonctionnent bien. Merci. Merci à tous les quatre. Je pense qu'on a un peu de temps pour quelques questions. Alors, il y avait un QR code, mais je ne sais pas si... oui. D'accord. Alors, je ne les vois pas malheureusement, mais... Voilà, un peu d'aide de l'assistance. Voilà, moi, j'ai rien. Je vais juste profiter, si je peux abuser du temps technique, hein, pour dire encore une fois, c'est bien d'avoir un très bon système en France ou en Europe, mais l'enjeu est global. Enfin, j'insiste vraiment là-dessus, parce que sinon, on ne réglera pas la perte de biodiversité à l'échelle de la planète. Et on est dans une époque où je trouve que chacun regarde un peu son nombril, et on est dans une décrue du multilatéralisme. J'espère d'ailleurs que l'accord qui a été trouvé à Bakou va survivre à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc je le dis à tous ceux qui sont dans la salle, et à la fois en étant très content qu'on ait des systèmes qui marchent, mais il faut absolument aller vers beaucoup plus que ce que vous faites d'ailleurs en étant au Pérou. Et d'ailleurs, je suis très fière qu'IAPB a à la fois le projet pilote de la tortue de Hermann, à la fois le projet pilote du Printemps des Terres, et à la fois des choses avec la Commission européenne et les autorités françaises pour le bassin Seine-Normandie. Voilà, j'ai juste fait un peu de Merci bouchage Sylvie, de trou. c'est parfait. Alors en fait, on a beaucoup de questions que je ne voyais pas moi, sur mon application. Je vais prendre celle qui a le plus de suffrages. Les crédits carbone ou biodiversité pourraient-ils un jour être monétisés par les banques centrales, comme cela a été imaginé dans le livre de Kim Stanley Robinson, le ministère du futur? Voilà. Est-ce que quelqu'un se sent motivé par cette question? Ayant été à la Banque de France, non, j'en sais rien. Je pense que non, mais je vais vous dire une chose. Ce qui est certain, mais ce qui est certain, c'est que si on arrive à créer un asset comme Sylvain le propose, c'est-à-dire que si on arrive à donner une valeur aux actions de restauration ou de conservation, ensuite on peut l'inscrire au bilan des entreprises et ça peut toujours être collatéralisé par les banques centrales. Après, attention avec toutes les idées de monnaie magique, d'hélicoptère, machin, etc. Moi, je suis peut-être avec mes cheveux blancs une vieille bique, mais j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas croire
au système qui évite de faire des efforts. Or, quand il est question de banque centrale, c'est souvent comme ça que ça se termine. Les gens pensent « Waouh, la banque centrale va trouver un problème, whatever it takes, and believe me, it will be enough ». Donc, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, il peut y avoir des effets secondaires qu'on ne voit pas au moment où on lance les programmes. Mais faisons d'abord une bonne valorisation et après, on avisera. Merci Sylvie. Une autre question. Comment favoriser et assurer l'additionnalité en complément des mesures légales et réglementaires? Diane. Ça, c'est tout l'enjeu des méthodologies. Et donc, on passe beaucoup de temps à débattre des méthodologies et des scénarios de référence. Et donc, on a des débats animés avec les agriculteurs, notamment sur ces sujets. Et donc, c'est tout l'enjeu. Et c'est l'enjeu d'avoir des méthodologies qui permettent de définir ce qui est additionnel. Ça me permet de rebondir sur ce que disait Nathalie tout à l'heure, sur le lien entre label bas carbone et SNCRR. Le fait que on impose dans le label bas carbone d'avoir des co-bénéfices en matière de biodiversité pour éviter exactement ce que Sylvain disait tout à l'heure, c'est-à-dire des actions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais qui ont des effets défavorables sur la biodiversité. Donc nous, on impose déjà dans le label bas carbone d'avoir des mesures favorables à la biodiversité. Ensuite, se posera la question, est-ce que quand on a un projet label bas carbone, est-ce que ça peut être aussi un SNCRR ? Ça, c'est quelque chose, c'est possible, c'est pas du tout automatique. Et donc, on est en train de réfléchir à comment, dans quel cas, ça peut être envisageable. Et donc, vice-versa, des projets SNCRR qui pourraient, à condition de répondre à des critères d'additionnalité, produire des crédits climat. Ça, mais c'est envisagé, en tout cas. En général, ce qui est bon pour la biodiversité est bon pour le climat. Moi, je n'ai pas tellement d'exemples dans ce sens-là qui ne marchent pas. Par contre, il peut y avoir des choses qui sont des dérives ou dans l'autre sens. Moi, j'aurais tendance à dire, essayons de défendre aussi le do not harm de la taxonomie européenne, qui, elle aussi, est clouée au pilori, alors qu'il est évident qu'un des aspects qui serait assez important, et je le dis, je n'étais plus au Parlement européen quand ça a été voté, mais je trouve que l'idée qu'on va pouvoir revenir en arrière là-dessus est une idée qui, à mon avis, ne fera pas les affaires de la biodiversité. C'est très simple, c'est un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation. C'est le nouveau nom du SNC qui était le site naturel de compensation. Je l'avais déjà dit en présence de la ministre, vous ne pourriez pas trouver autre chose. Oui. Non mais, très gentiment, je mesure la masse de travail derrière, mais on a quand même tous à faire un effort de pédagogie. Je suis pas sûr que ça, appelez-le, je sais pas moi, goupil, appelez-le lapin, enfin, trouvez un truc mignon, sympa, avec un logo. Qui parle, voilà. On va organiser un brainstorm sur le sujet. Mais donc une dernière question, il nous reste à peu près 5 minutes, peut-être pour Nathalie. On voit bien l'intérêt pour une entreprise des crédits carbone ou biodiversité, donc compensation de qualité, philanthropie. Quel serait selon vous l'intérêt pour un investisseur d'acheter ce type de crédit ? Alors, j'ai essayé de le dire tout à l'heure de façon très ramassée, mais c'est la question du risque. En fait, on a l'habitude, en tant qu'investisseur institutionnel, de mesurer nos risques climatiques parce que la BCE nous impose tout un tas de choses et de contraintes sur ce sujet, enfin de contraintes nécessaires, hein, bien sûr. On a un peu moins l'habitude de penser exposition au risque biodiversité. Or, on l'a rappelé, la biodiversité, c'est 5 pressions en fait sur la nature, dont le dérèglement climatique. Et donc, quand on mesure bien sa dépendance aux services écosystémiques, quand on mesure bien ses pressions sur les pollutions, les ressources naturelles, le changement d'affectation des sols, le changement climatique et les espèces invasives, on a une approche globale de son exposition au risque. Et donc, nous, investisseurs institutionnels, quand on fait ces analyses de où sont nos risques biodiversité, nature dans nos portefeuilles, on s'aperçoit qu'on est des contreparties qui ont des risques très élevés. Enfin, nous, on est en train de développer un outil en interne qui mesure ces risques. C'est assez flagrant, hein. Et donc l'intérêt pour un investisseur de financer des projets de renaturation, etc., c'est avant tout de réduire son exposition au risque. Là, je m'adresse aux gestionnaires d'actifs.
Par ailleurs, il y a quand même, enfin nous, Caisse des dépôts, on va mettre sur la table, alors c'est l'ensemble du groupe Caisse des dépôts, hein, donc la Caisse, BPI France, la Banque Postale, etc. On va mettre sur la table 6 milliards d'euros quand même entre 2024 et 2028 pour financer des projets à impact positif sur la nature. Mais donc ça va de projets autour de l'assainissement de l'eau et de la lutte contre les fuites dans les infrastructures de systèmes d'eau en France. C'est essentiel si on veut lutter contre le problème de la sécheresse en France, à la renaturation de friches industrielles, etc. Et ces projets sont rentables en fait. On arrive, je ne veux pas être trop longue, mais on arrive quand même sur ces projets à pas être simplement dans le financement de biens communs voilà, pour contribuer à l'intérêt général, mais quand même sur des projets qui peuvent avoir un business model, un modèle économique qui tient la route. Enfin, en tout cas, sur la renaturation de friches industrielles, on a trouvé un modèle qui tient. Sur tout ce qui a trait à l'économie circulaire, en fait, on appelait ça économie circulaire. Maintenant, en fait, on peut parler de projets à impact positif sur la nature, puisque ça consiste à avoir des modes de production et de consommation plus sobres en termes d'utilisation des ressources. Dans le monde dans lequel on vit, Sylvie l'a rappelé, il est absolument essentiel d'aller vers des modes plus sobres pour être moins dépendant de puissances étrangères, prédatrices. Et donc en fait, l'intérêt, il est là hein, quand même, c'est d'être plus souverain, plus autonome, et puis aussi de trouver un intérêt économique dans des projets qui ont un impact. Alors c'est pas on en parlait ce matin dans la plénière, hein, c'est pas des taux de rentabilité à 2 chiffres évidemment, mais ça reste des projets tout à fait bancables. Merci Nathalie. Juste peut-être pour ajouter, effectivement, ça fait partie aussi du scope 3 qu'on connaît bien dans le climat, mais il ne faut pas oublier que dans la biodiversité également, pour les acteurs financiers, on va dire l'empreinte, l'impact de leur financement, de leurs investissements, prend en compte aussi les entreprises sous-jacentes. Donc ça fait partie aussi de la mesure d'empreinte biodiversité qui est prise en compte. Oui, et le scope 3, moi j'adore le rappeler aux gens qui pensent qu'on peut faire une différence entre les grandes entreprises et les petites, parce que c'est quand même une belle arnaque envers les PME, puisqu'elles devront de toute façon, si elles sont fournisseurs de groupes plus larges, avoir les datas et tout ce qui est nécessaire pour faire du reporting vis-à-vis de leurs principaux clients. Donc ne nous racontons pas d'histoire, il faut retrousser les manches et faire ces choses très sérieusement. Je suis tout à fait d'accord avec Nathalie, il y a un aspect de risque, il y a aussi un aspect de business, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu à passer à des modes de production régénératifs parce que ce sont les seuls qui sont durables. Et donc le facteur de temps, si on allonge un tout petit peu l'horizon de temps, fait que si on ne prend pas en compte tout ce que la nature nous fournit, comme on a fait pendant très longtemps, il y a beaucoup de modèles de business, tout simplement, qui ne sont pas viables. Et je ne vous dis pas pour les êtres humains qui sont autour. Donc bravo pour ce que vous faites d'investir notamment dans l'eau. C'est déjà pour tous les gens, moi, qui me disent que c'est compliqué, je dis toujours, mais commencez au moins par regarder ce que vous pouvez faire pour votre consommation d'eau, pour réduire les impacts et pour économiser au passage en plus. Tu as prononcé le mot régénératif, Sylvie. Je voudrais faire le lien avec tout ce qui se passe quand même sur la place, hein, autour de la Convention des entreprises sur le climat. Enfin, il y a dans la salle des gens qui participent et qui contribuent beaucoup, mais je pense qu'il serait utile que l'Institut de la finance durable fasse le lien avec ce qui se passe dans le monde du régénératif, parce qu'en fait, il y a plein de projets régénératifs qui commencent à émerger là. Je crois que Cécile a entendu le message tout au fond là-bas. Voilà. Nous, à la Caisse des dépôts, on a eu avec l'une de mes collaboratrices, Virginie, qui travaille là-dessus, on a eu des échanges avec la CEC et ils sont en demande de financement, et donc ce serait bien de faire le lien. Je crois qu'on va s'arrêter sur ce mot de la fin. Merci à toutes et tous pour votre participation active et la préparation de cette table ronde. Merci à vous d'avoir assisté et posé des questions très pertinentes.